Donc, première capsule sur une suite de capsules sur le magnétisme. Commençons par une petite démonstration sur la nature des minéraux. Puis là, on va essayer de les classifier s'ils sont soit magnétiques, ferromagnétiques ou non magnétiques. Si mon échantillon est magnétique, je vais voir ça avec la boussole. Donc, premièrement, si j'approche mon échantillon de la boussole et que la boussole est affectée par l'échantillon, il est naturellement magnétique. Si j'en prends un et qu'il n'y a aucun effet, là, on va être capable de savoir qu'il est non magnétique. Et ferromagnétique, pour le savoir, ce que je vais faire, je vais venir frotter mon échantillon avec un aimant. Si celui-ci est ferromagnétique, il va être magnétique par résonance magnétique, on s'en rappelle. Donc, commençons avec notre échantillon numéro 8. Échantillon numéro 8 qui est de la pyrrhotine. Et on voit qu'il y a un effet sur ma boussole. Donc, si je le frotte, il va encore y avoir un effet. Pour les prochains qui sont magnétiques, je ne vais pas le frotter s'il est déjà magnétique parce qu'il va rester, il va quand même avoir un effet. Donc, si, sans être frotté, ça modifie la boussole, après le frottement, ça va le modifier aussi. Maintenant, j'ai de la pyrite. Et pour les prochaines démonstrations, je vais vous laisser par vous-même venir à vos conclusions. L'échantillon numéro 10 ici, de l'hématite. Désolé, ça c'était mon aimant ici. L'échantillon numéro 13 de l'ilménite. L'échantillon numéro 14 de la magnétite. Lui, vous êtes supposé de savoir ce qu'il va se passer. L'effet est faible, mais il y a un effet tout de même. Si je le frotte, ça va être pareil. J'ai mon échantillon numéro 25 de la sidérite. Et dernièrement, mon échantillon numéro 26 de la limonite. Donc, vous pouvez maintenant venir à vos conclusions par vous-même sur cette démonstration. Donc, deuxième petite démonstration pour vous. Ici, on a différents matériaux. Okay? Donc, on a différents objets. Et chacun de ces objets-là, on va essayer de les classer s'ils sont magnétiques, ferromagnétiques et non magnétiques, encore une fois. Sauf que là, je vais vous laisser, vous, essayer de me produire un petit protocole de laboratoire en 5-6 étapes, je vous laisse décider, qui me permettrait de classifier ces différentes substances-là. Donc, je vous laisse maintenant essayer de le faire. Vous avez le matériel que vous voulez. Je vais vous donner une petite liste là, rapide pour vous donner des idées, mais vous avez vos matériaux. Vous avez un aimant, une boussole. Vous pouvez même avoir 2 aimants si vous voulez, mais en tant que tel, vous n'avez pas besoin de tant plus de choses que des aimants, des boussoles. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous en montrer une. Donc, pour la méthode que moi, je vais utiliser, on va utiliser une boussole. Donc, on commence avec une boussole et un aimant. Vous auriez pu aussi décider d'utiliser, comme là, moi, j'ai toujours utilisé le même pôle de l'aimant. Mais vous pourriez juste dire que vous allez utiliser deux pôles de l'aimant. Donc, je m'explique. Si mon matériau est non magnétique, que j'approche mon aimant du matériau ou non, il ne se, par exemple, le bois. Commençons par celui-là. Okay? J'approche mon aimant du bois. Aucune réaction. Je frotte l'aimant sur le bois. Je l'approche de la boussole. Aucune réaction. Donc là, on peut savoir qu'il n'est pas ferromagnétique parce que s'il était ferromagnétique, après frottement, il aurait affecté la boussole. Et s'il était magnétique, il aurait été soit attiré ou repoussé par mon aimant. Une autre méthode que vous auriez pu faire, c'est vous essayez d'un côté. Si par exemple, ma tige de fer, elle est attirée d'un côté,
Et si j'arrive avec mon autre pôle, donc avant c'était le sud, attiré par le sud, le nord, attiré aussi par le nord. Donc, dans cette situation-là, on est capable de savoir que mon fer est ferromagnétique parce qu'il est attiré dans les deux cas. S'il était magnétique, on aurait une situation comme avec mes aimants ici. D'un côté, attiré, de l'autre, désolé, j'avais deux aimants. Un côté attiré et de l'autre, repoussé. Donc, c'est une autre méthode de le faire. Commençons avec nos matériaux et je vous laisse remplir le tableau et arriver à vos conclusions à partir de maintenant. Donc, nous avons premièrement du verre. Le verre, lorsque je l'approche du pôle sud ou du pôle nord, j'ai aucune réaction. Lorsque je le frotte, que je l'approche de ma boussole, encore une fois, je n'ai aucune réaction. Lorsque j'approche ma tige de fer, là on en a deux, mais on va juste en utiliser une. Lorsque j'approche ma tige de fer de mon aimant, on voit qu'il est attiré. Lorsque je l'approche de mon autre pôle, par exemple, il est attiré aussi. Et lorsque je frotte le fer, et ensuite je l'approche de mon aimant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un effet. Le plastique, naturellement, n'affecte pas l'aimant et naturellement n'est pas attiré par mon aimant. Si je le frotte, aucun effet. Mon bois, désolé, pas d'effet. Encore une fois, pas d'effet. Ma pince crocodile, attiré lorsque je le frotte. Et on le voit un petit peu. Donc, maintenant, pour cette démonstration, ce qu'on va faire, on va utiliser un aimant, une petite plaque, comme ça ici, pour faciliter la visualisation. On va utiliser un petit aimant enrobé pour pouvoir nettoyer. Nettoyer quoi? On va nettoyer la limaille de fer. Donc, on va utiliser cette limaille de fer-là. On va en saupoudrer sur notre aimant, qui est en dessous de la plaque. Et on va voir les lignes de champ. Donc, la limaille de fer va s'aligner dans les lignes de champ. Et ensuite, on va venir utiliser des petites boussoles pour dessiner le champ magnétique d'un aimant. Donc, dans votre petit document, vous allez pouvoir faire le dessin des boussoles ou aligner les flèches, dépendant quelle version vous utilisez. Donc, juste à regarder ce qui se passe. On va commencer par une situation où j'ai un aimant droit, le pôle nord à gauche, le pôle sud à droite. Si dans votre document c'est inversé, vous avez juste à le tourner. Là. Donc, saupoudrons avec de l'aliment de fer. Ici, nous voyons quand même une forme distincte se former. Hein. Donc, je vous laisse prendre en note cette forme. Ramassons l'aliment de fer. Et pour bien faire, déplaçons l'aimant en dessous. Donc, super pratique. Le maille de fer, c'est ferromagnétique. Donc, je peux le nettoyer de cette façon-là. Et ensuite, vous allez voir, vous allez peut-être en faire un jour des choses de ce type-là. Dès qu'on veut ramasser des choses magnétiques, je fais ça comme ça, dans un petit sac. Ensuite, je vais juste sortir mon aimant du sac si l'aliment ne le suit pas tout. Et on va ramasser ça beaucoup plus facilement. Donc, on a ça. Maintenant, replaçons notre aimant et plaçons les boussoles. Donc, je le sais que c'est difficile de voir honnêtement les couleurs de la boussole, le côté rouge et le côté noir. Augmenter votre luminosité, ça va vous aider. J'ai tenté là, de faire le mieux que je pouvais avec ce que j'avais comme matériel. Mais je pense que vous allez quand même
être bon, là. Pas cette boussole-là, est démagnétisée. Et on va rajouter celle-là aussi qui est démagnétisée. Donc, on les utilise pas. Donc, on a ces 4 petites boussoles-là. Vous voyez quand même bien que le nord est représenté en rouge sur la boussole. Donc, vous êtes capable de voir dans quel sens est-ce que ça se passe. Maintenant, analysons la situation où j'ai 2 aimants droits avec des pôles semblables. Donc, on va avec des pôles différents, je m'excuse. Donc, on a un pôle nord à gauche et un pôle sud à droite. Visualisons avec la limaille de fer. Donc, on va tout simplement cocher ça ici et on saupoudre. Lorsque l'on saupoudre, cette fois-là, on voit que la forme est relativement semblable, mais pas pareil. Donc, on voit qu'il y a quand même un pont relativement clair qui se forme entre mon pôle nord et mon pôle sud. Là, avant de regarder avec les boussoles, désolé, j'ai eu un blanc, faisons juste un petit changement. Mettons 2 pôles nord qui se pointent. La différence est pas super claire, mais on voit quand même que les lignes ne se relient pas super bien. Au centre, il y a une petite distinction. Je vais le tasser de la ligne sur la table. Ça va peut-être aider un petit peu. Mais on voit quand même assez bien qu'au centre, les lignes de champ ne se relient pas. Ils sont repoussées. Je vais retourner au centre de la table pour qu'on soit capable de voir le reste. Retournons à notre première situation avec le sud et le nord. Et maintenant, plaçons nos boussoles. Plaçons celles-là, on va les placer ici. Et même si vous ne voyez pas, désolé, cette boussole-là ne fonctionne pas. Je vais vous expliquer pourquoi elle ne fonctionne pas. Si j'approche cette boussole-là, pour le nord, elle est attirée. Tandis que je l'approche du pôle sud, elle est repoussée. Une boussole est normalement attirée par un pôle sud. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise des boussoles, c'est si elle est démagnétisée ou si les pôles se sont inversés. Donc, donnez-moi un instant, je vais faire des tests et je vous reviens avec des boussoles qui fonctionnent. Donc, j'ai maintenant 4 boussoles qui fonctionnent. Désolé. On a mon pôle nord, mon pôle sud et mes boussoles. Voyons comment celle-ci pointe. On va comme ça. Ici, je venais la poser au bout ici. Hein. On ne le voit pas dans la vidéo, mais elle va pointer vers mon pôle sud. Donc, ma boussole, si je la mets à l'extérieur, à gauche complètement, alors comme qu'on vous demande, si je la mets ici, la boussole pointe mon pôle sud. Décalons un petit peu notre système. C'est que tout comme dans un cas d'un aimant droit, on voit qu'elle pointe le pôle sud. Et si on fait de même de l'autre côté, on voit qu'elle pointe contre le pôle nord, pointe à l'autre côté. Donc, on a cette situation-là. Maintenant, nous pouvons passer à la prochaine, qui est celle-ci, sauf que, utilisons 2 pôles nord. Si l'on utilise 2 pôles nord, la situation va varier un petit peu, mais vous êtes capable quand même de deviner avec vos connaissances comment ça va se passer. J'en mets une au centre. On voit qu'elle est très instable. Au centre, elle passe d'un côté à l'autre relativement rapidement lorsque l'on passe d'un champ à l'autre. Il faut se rappeler que lorsque je déposais la limaille de fer, il y a une ligne de séparation qui se fait entre les deux. On la voit, elle est juste ici. Bon, cette ligne-là n'est pas exactement au milieu parce que mes 2 aimants ne sont pas aussi forts exactement l'un que l'autre. Les avoir exactement de la même force, c'est très, très difficile. Mais lorsque je passe d'un côté à l'autre, ma boussole change. Donc, vous pouvez annoter ça de la façon que vous voulez dans votre document, tant que je comprenne que vous voyez cela. Il faut aussi me la mettre vers le haut et le bas. Mon but, c'est de comprendre ce que vous voulez me dire. Ensuite, je place une aimant en haut
Et si je place les aimants au bout, ça va donner la même situation que tantôt. Il ne faut pas oublier le pôle nord de ma petite boussole, donc la petite flèche rouge pointe le pôle sud. Et en ce moment, c'est les pôles sud qui sont au bout. Donc, si je place des aimants au bout, par exemple à droite, juste ici, elle est attirée par mon pôle sud. Même situation à gauche, la boussole est attirée par le pôle sud. Maintenant, analysons la situation où on a un aimant en forme de fer à cheval. Donc, on va essayer de voir quel côté est le pôle nord, quel côté est le pôle sud. Je vais vous laisser, dans votre document, déterminer quel est le pôle nord et quel est le pôle sud. Avec l'orientation des boussoles, vous allez être capable de le faire. Bon, on regarde l'orientation des boussoles pour juste se rappeler que la boussole est attirée par le pôle sud. Donc, le pôle nord de ma boussole, la petite flèche va pointer le pôle sud. Avant de passer avec mes petites boussoles, nous poudrons de la limaille de fer pour s'imager cette situation. Là, cet aimant-ci est quand même très fort. Okay? Donc, vous allez voir que autour de mes deux parties aimantées, il y a un petit espace où ma limaille de fer est toute attirée, donc on a de la difficulté à la représenter, mais on est quand même capable de bien voir une bonne partie. On voit relativement facilement qu'au centre, les lignes de champ passent d'un côté à l'autre. Donc, un va être un pôle nord, l'autre le pôle sud, et d'un côté c'est aimanté, de l'autre côté de l'autre pôle. Donc, on a ça, et on voit qu'au bout, c'est comme si j'avais deux aimants. Donc, j'ai un pôle nord d'un côté et un pôle sud de l'autre. Un ou l'autre, je ne le sais pas. Déterminons-le, je ne le sais même pas moi-même. On va voir ça en ce moment. Nous avons quelle situation? Déposons nos petites boussoles. Je vais enlever le plastique pour cette situation-là, on va mieux voir. Donc, si je place ma boussole au centre, je vais juste vérifier si ma boussole fonctionne bien. On est d'accord, la boussole fonctionne bien. Elle est attirée par... elle est repoussée par le nord et attirée par le sud. Donc, lorsque je la place au centre, la boussole pointe vers la droite. Si je place d'autres aimants pour voir comment, d'autres boussoles pour voir comment cela fonctionne, on peut le voir. Ici, juste celle-là, là, c'est le bleu qui pointe. On va remonter un petit peu. Le bleu pointe vers la droite, le bleu pointant le nord. On va le transférer en rouge. Donc, avec ça, vous êtes capable de remplir le dessin, sauf à un endroit. On vous demande, est-ce qu'en haut ici, il y a un champ magnétique? Le champ magnétique se rend jusqu'en haut. Une petite démonstration supplémentaire pour vous qui n'est pas dans le document, que je viens juste de voir. On a une barre de fer. Barre de fer, on le sait, elle est normalement ferromagnétique. Cette barre de fer-là, je l'approche de la limaille de fer que je viens de saupoudrer. Il ne se passe rien. Je viens coller un aimant sur ma barre de fer. Bon, on a un aimant qui est un petit peu plus fort que celui-là. Prenons cet aimant-ci. Je colle un aimant sur ma barre de fer. Maintenant, on voit qu'il y a une certaine attraction qui se produit. Ici, je déconnecte l'aimant. Frottons un petit peu. Déconnectons l'aimant et venons attirer. On voit la barre de fer attire encore la limaille de fer. Sauf que si je frappe quelques fois ma barre de fer et ensuite j'approche, elle a perdu son magnétisme. Ses domaines sont retournés à sa position initiale. Je recommence. Barre de fer, frotter. Celle-ci, on aligne tous les domaines dans le même sens. Les domaines sont alignés dans le même sens. La barre de fer est maintenant magnétique. On voit vraiment la limaille de fer qui vient coller à la barre de fer. Essayons d'augmenter un petit peu la luminosité. Ça ne sera pas long. Je vais essayer d'augmenter la luminosité pour qu'on voit un petit peu mieux. On descend. Je veux l'augmenter. On voit vraiment la limaille de fer qui a collé. Là, si on refait ce même principe-là, sauf on recommence parce que là, on a perdu notre temps. On approche. Ça colle. Et là, si je viens cogner quelques fois la barre de fer, celle-ci a perdu son magnétisme. Donc, il en reste un petit peu, mais beaucoup moins. On est d'accord, le temps
va faire replacer les domaines, mais les chocs aussi. Donc, lorsqu'on échappe un aimant, il y a chance qu'il perde sa polarité. Donc, avant de montrer les prochaines démonstrations, je veux qu'on parle un petit peu de cette source de tension variable qu'on a juste ici. Comment celle-ci fonctionne? Bon, premièrement, à l'avant, on a un petit écran qui m'affiche, mais qui va m'afficher, lorsque je vais le brancher, les volts. Donc, quelle est la différence de potentiel que cette source-là envoie dans mon circuit? Donc, j'utilise ceci pour ajuster la quantité de la différence de potentiel de mon circuit. Ensuite, j'ai deux petites prises ici, une rouge, une noire, une positive et une négative. Et je vais utiliser des petits fils comme ceci pour me brancher. Bon, il y a plusieurs types de fils. En ce moment, ceux-ci, on a l'avantage où que je peux tout simplement les brancher dans le haut ici. Super rapide, beaucoup plus simple. Peut-être que chez vous, vous allez utiliser des fils un petit peu plus, comme exemple dans des systèmes de son. Il y a souvent des fils qui vont venir, c'est directement la petite bobine de cuivre qui va venir rentrer dans ce petit trou-là. Et ensuite, je viens refermer pour le serrer, pour faire contact. Donc, l'important, c'est qu'il y ait contact conducteur-conducteur. Donc, que ce soit par mon petit trou ici ou par le dessus avec mon fil ou par les pinces crocodiles aussi. Lorsqu'on va utiliser les pinces crocodiles, je vous conseille de prendre la pince crocodile et de venir la déposer dans le bas ici. Et ensuite, vous pouvez venir resserrer un petit peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous pouvez y aller par le dessus, mais par le dessus, c'est vraiment pas super. Vous êtes vraiment mieux d'y aller par le bas. De mon expérience, moi, je préfère d'y aller comme ça. Le contact se fait mieux, il est plus stable. J'aime mieux comme ça, personnellement. Maintenant que nous avons ça, branchons cette source à tension variable dans le 120 volts. Donc, on le branche dans le courant normal, dans une prise électrique. Premièrement, il faut brancher à l'arrière, bien sûr. Et ensuite, connectons ça juste ici. Maintenant, je peux ouvrir celle-ci. Et on voit qu'en ce moment, si je branche mes fils, il y a une différence de potentiel de 0,3 volts entre ma borne positive et ma borne négative. Lorsque j'augmente, on voit que la différence de potentiel entre les deux bornes est maintenant de 2,2. Ne mettez pas vos doigts directement sur les petites prises de métal. C'est pas ça le but. Lorsqu'on va brancher des choses, lorsqu'on branche des fils, quoi que ce soit, fermer la source de tension, hein, on branche le tout. Vous allez nous demander est-ce que tout semble beau? Et ensuite, on va vous donner le c'est parti, tu peux y aller. Donc, ceci est pour la source de tension variable. Je vais maintenant la déposer un petit peu plus loin pour me laisser de l'espace pour vous montrer le courant, le champ magnétique dans un fil droit. Donc, ici, on a un fil qui est droit, qui va sortir directement ou qui va rentrer. Donc, avec ça, on va être capable d'analyser les lignes de champ. Avant d'aller plus loin dans les démonstrations ici, je veux qu'on parle d'une certaine méthode qu'on utilise lorsqu'on parle de fil droit ou de courant, mais qui rentre ou qui sort de la feuille. Bon, par exemple, disons qu'en ce moment, je place un fil droit devant vous. Le courant, on ne le voit pas super bien comme ça, mais si je le tourne, on voit que le courant va entrer. Par exemple, si on branche ça ici et ici, on voit que le courant entre du plus vers le moins, donc entre ici, mais à cet endroit-là, il va sortir vers le haut. Donc, lorsqu'on regarde ici, le courant va monter vers vous. Donc, il y aura une flèche vers vous. Sur une feuille, c'est difficile de vous montrer cet aspect 3D-là. Une méthode que l'on va utiliser pour le faire, c'est d'utiliser des ronds. Donc, le fil est représenté par un cercle. Mon fil est représenté par un cercle. Et en son centre, je mets soit un point ou un X. Un truc que je peux vous donner pour se souvenir si c'est d'un sens ou l'autre. Imaginez-vous une flèche. Une flèche comme... Donc, ici, il y a eu une erreur avec l'audio. Donc, imaginons-nous une flèche. Ce que je veux dire par une flèche comme lorsqu'on tire à l'arc. On a deux bouts à la flèche. Premièrement, sur une extrémité, vous avez la bout qui va percer. Hein. Disons que ce bout-là est fait en rond. Et de l'autre extrémité, vous avez des plumes.
les plumes d'une flèche, disons qu'elles sont faites en X. Si la flèche sort de votre feuille, la première chose que vous allez voir, c'est le bout de la flèche en rond. Donc, lorsque le courant sort de la feuille, on va dire que l'on voit un rond. Tandis que si le courant entre dans la feuille, la forme qu'on va dessiner, ça va être un X. Comme la flèche, lorsque je la tire dans la feuille, la chose que moi je vais voir si je regarde par-dessus, là je vais voir en arrière, je vais voir le dos de la flèche, je vais voir le X. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Dans ce cas-là, on a mon fil ici qui est ma borne négative. Je n'avais plus le fil noir parce que le fil noir ne fonctionnait pas. Donc, j'ai une borne négative à droite et une borne positive à gauche. Donc, ici, c'est mon positif. Ici, c'est mon négatif. Si on regarde de côté ce qui se passe, on va voir que à cette partie-là du fil, le courant, on suit du plus vers le moins, donc va entrer ici, va monter. Donc ici, le courant va monter, ça va être la situation où vous voyez la pointe de votre flèche, donc vous voyez le rond. Si vous avez un cercle avec un rond, c'est cette situation-ci. Et ici, vous avez la situation où le courant entre dans votre feuille, donc vous avez le X, vous avez les plumes de votre flèche qui entrent dans votre feuille. Donc, ici, le courant entre parce qu'il monte et il redescend. Donc, maintenant, allumons notre source. Attention, préparons notre limaille de fer et on va faire ce test. Donc, la source de tension, augmentons ça à 5 ampères. Et maintenant, saupoudrons la limaille de fer. Premièrement, pour voir ce qui se passe lorsque le courant entre dans ma feuille. Donc, on va maintenant voir ce qui se passe lorsque on a le X sur le dessus. Si on saupoudre, c'est relativement difficile à voir, mais on est quand même capable de le voir. On voit qu'il y a des petits ronds qui se font. Je vais tout simplement venir faire un petit zoom pour que l'on voit mieux. Ici, on voit quand même relativement bien qu'il y a plein de petits cercles qui se font autour de mon fil. Et ça, c'est vraiment mes lignes de champ. Donc, ma limaille de fer vient se placer dans mes lignes de champ. Et là, on voit plein de petits cercles qui se forment. Si je mets de la limaille de fer à mon autre cercle, ou que celui-ci sort de ma feuille, donc lorsqu'on voit le rond et non le X, on voit encore des petits ronds. On le voit un petit peu moins bien parce qu'il est plus petit, il est plus loin. Mais il y a des petits ronds qui se forment aussi. Donc, dans mes deux cas, il y a des lignes de champ en rond autour de mon fil droit. Maintenant, venons placer des boussoles autour de tout ça. On va tout simplement ramasser la limaille de fer en premier. Et venons prendre des boussoles pour voir ce qui se passe. Donc, maintenant, j'ai placé les boussoles et j'ai mis un courant un petit peu plus faible cette fois-là, mais ça nous donne quand même la même situation. On voit vraiment que toutes les boussoles, le pôle Nord s'aligne en rond autour de mon fil. Donc, ça, c'est, encore une fois, je vous rappelle, à gauche, j'ai ma borne positive et à droite, ma borne négative. Donc, c'est la situation où le courant entre dans la table. Donc, la situation où on voit un X sur la feuille. Si vous voyez un X sur votre feuille, c'est cette situation-ci. La situation où vous voyez un rond, où vous voyez un point, on va l'imager tout simplement en inversant les fils. Donc, si on inverse mes fils, on a maintenant une situation où mes fils sont juste courts un petit peu, où ma borne positive, ma borne négative sont inversées. Donc, maintenant, le courant sort de ma table. Si le courant sort de ma table, notre situation, on voit maintenant que les boussoles vont tous s'inverser. Il faut juste leur donner une petite tape pour les aider. Maintenant, les boussoles ont toutes inversé. Si on les déconnecte et on les rebranche comme c'était avant, on va voir que mes boussoles, ils vont tous changer de côté, lentement mais sûrement, lorsqu'on donne des petites tapes. Certaines boussoles ont plus de difficultés, mais on voit qu'ils ont tous changé de sens. Non, désolé, la caméra a bougé, mais c'est ça. Lorsqu'on inverse les pôles, on voit vraiment que les boussoles changent de côté. Revoyons-le maintenant. On va voir
Ils étaient tous d'un sens. On donne quelques petites tapes pour aider les boussoles. Et on voit qu'ils ont tous changé d'orientation pour maintenant suivre le nouveau champ magnétique qui tourne de l'autre sens. Donc, une autre situation, celle-ci, vous n'avez pas à prendre de notes sur ceci, mais je vais tout simplement vous la montrer, où on a un fil, sauf que cette fois-ci, il est courbé. Donc, c'est un petit peu la moitié d'un solénoïde. On a branché en haut la borne négative et en bas la borne positive. Voyons maintenant ce qui se produit lorsqu'on allume la source de tension. On la place à 5 volts. On prend notre limaille de fer et maintenant saupoudrons. On a une situation où on voit un petit peu, on le voit peut-être pas super bien, où il y a deux ronds qui se forment, un pour chaque partie de fil. Sauf que ce qui se passe, c'est que dans un rond où le courant, exemple celui-là, mon courant entre dans ma feuille, donc je fais ma règle à la main droite, le courant tourne de ce sens-ci, tourne dans le sens horaire. Tandis que dans le second fil droit, là, le courant il sort. Donc avec ma règle à la main droite, on va dans le sens anti-horaire. Ce que ça fait qu'au centre, j'ai mes lignes de champ qui vont entrer de cette façon-là pour les deux. Et maintenant, si je prends cette demi-spire-là et j'en rajoute plusieurs, on a un solénoïde. On a des champs en rond, sauf que les ronds vont tous s'accumuler un ensemble de l'autre et ça va créer le champ qu'on va voir dans un instant. Donc, ça nous donne cette situation-ci. On voit le champ veut entrer entre mes cercles. Donc, c'est comme si ça, toutes mes bobines en tant que telles, le champ est toujours en train de tourner en rond, comme tantôt. En bas, ça tourne dans le sens anti-horaire, tandis qu'en haut, ça tourne dans le sens horaire. Donc, ça fait une accumulation de lignes de champ qui entrent dans mon solénoïde. Et là, vu que j'ai plein de petits ronds, ce que ça fait, ça crée une grande ligne de champ à l'extérieur, tout comme dans mon aimant droit. Donc, mon solénoïde, c'est une accumulation de plein de fils droits, sauf que lorsqu'ils sont courbés de cette façon-ci, cette accumulation-là crée un champ magnétique de la même forme que de celui d'un aimant droit. Donc, on sait maintenant comment le champ, à quoi ressemble le champ dans un solénoïde. Regardons maintenant, on ramasse la limaille de fer, à quoi ça ressemble avec les boussoles. Bon, prenons les boussoles, plaçons-les autour. Nous avons nos différentes boussoles. Puis maintenant, savoir comment celle-ci se place. On voit qu'au bout, le champ entre, tandis qu'à l'extérieur, le champ sort. Non. Maintenant, si on fait la règle en main droite avec ce solénoïde-là, c'est sûr qu'avec mes boussoles placées de cette façon-là, on ne pourra pas, mais non, fermer le courant, je vais débrancher. Et là, il faut se rappeler que le courant entre à gauche et sort à droite. Donc, si le courant entre à gauche et sort à droite, voyons, si on analyse le fil, qu'est-ce qui se passe? On voit que le fil commence et s'embobine. On ne le voit pas tant bien, j'essaie de trouver un angle où on le voit. Il s'embobine par en dessous vers là. Donc, mon champ qui était placé comme ça commence en dessous et ça monte vers l'arrière. Donc, si je veux le prendre dans ma main, il faut que je le prenne comme ça pour que mes doigts s'enroulent dans le sens du courant. Parce que le courant entre en bas ici, remonte et redescend. Donc, mes doigts vont venir suivre le solénoïde de cette façon-là. Donc, j'embobine comme ça. Et à gauche, j'ai mon pôle nord. Et avec ça, vous voyez donc pourquoi est-ce que le champ magnétique ressemblait à ça. On se souvient, ça sortait à droite, ça entre à gauche, et le champ magnétique sortait de cette façon-là. On a le cas d'un solénoïde typique où on peut utiliser la règle à main droite. Maintenant, il est temps de travailler avec un électroaimant. Mais pas avec un électroaimant en tant que tel, si on va travailler avec un solénoïde, son centre est vide, et on va le transformer en électroaimant. Comment on va faire ça? Donc, mon solénoïde va naturellement produire un champ électrique. Sauf que je peux décider de tester différentes matières en les entrant à l'intérieur.
Si, par exemple, j'entre un poteau d'un morceau de bois au centre de mon solénoïde, selon vous, comment est-ce que ça va affecter la force du champ? Bon, plusieurs réponses possibles. Soit ça va l'augmenter, ça va rien changer, ou ça va le faire diminuer. On va faire aussi le test pour une tige de verre, pour un morceau de plastique, et dernièrement, pour une tige de fer. Donc, on va faire ces 4 tests-là, et on va voir lequel des 4 va avoir un effet sur mon électroaimant. Bon. Encore une fois, pour les fils, le fil à gauche, on va utiliser la bande positive, tandis qu'à droite, ça va être la bande négative. Je n'ai pas de fil noir pour la bande négative en ce moment parce que mon fil noir est oxydé, donc il ne fonctionne pas. Mais maintenant que c'est branché, ce que je peux faire, je peux ouvrir ma source de tension, augmenter le courant. Je vais l'augmenter jusqu'à 5 ampères. Donc maintenant, nous avons un champ magnétique qui sort de mon électroaimant. Vous le voyez peut-être pas tant que ça, mais là, on vient de le voir. Je viens de déposer une tige de fer à l'intérieur. Bon, on va essayer de la sortir. J'ai ma tige de fer. Okay? Je fais juste la déposer proche. Vous voyez ce qui se passe. Je fais juste la lâcher. J'ai un champ magnétique. Il est relativement faible sur les côtés, mais en son centre, il est très puissant. Si je fais de même avec mon morceau de bois, ça ne produit rien. Faisons de même avec la tige de verre et la tige de plastique. Ça ne produit rien avec la tige de plastique. Et il ne se produit rien avec la tige de verre. Donc, il faut se souvenir que ma tige de fer, c'est un matériel qui est ferromagnétique. Donc, lorsque je suis ferromagnétique, je suis attiré par le centre de mon solénoïde, ce qui est normal parce que mon solénoïde crée un champ magnétique. Et lorsque mon solénoïde crée un champ magnétique, là, mon fer, lui, peut être attiré. Donc, voyons maintenant la force de cet... pas la force de cet électroaimant. Voyons maintenant ce qu'on peut faire avec ça. Premièrement, ce que l'on va faire, on va regarder est-ce que le noyau a un effet. Donc, si je commence avec ma tige de bois, ce que je vais faire, je vais prendre une tige avec une pince universelle et je vais placer un aimant. Et je vais regarder à quelle position est-ce que l'aimant va être attiré. Puis ensuite, on va changer le noyau. On va voir si je change le noyau, est-ce que mon aimant va être attiré plus loin ou plus près que sans rien. Voyons ce qu'on peut faire. Voici donc comment nous allons procéder pour cette expérience. On a une pince, juste ici, que vous voyez un petit peu, sur laquelle je fais pendre un aimant avec une corde. Cet aimant-là pend naturellement vers le bas. Et ce qu'on va faire, je vais avoir un crayon que je vais garder sous l'aimant. Là, je vais approcher doucement l'aimant du solénoïde. Et on va voir à partir de quel moment est-ce que l'aimant va être attiré par le solénoïde. Ici, on commence à voir que le fil est tiré un petit peu vers la droite. Donc, on ne le voit peut-être pas beaucoup dans la vidéo, mais vous voyez maintenant, l'aimant est attiré. Normalement, il tient ici, sauf que là, il est doucement attiré vers le solénoïde. Et lorsqu'on va être un petit peu trop proche, il est attiré. Donc, on a maintenant notre premier résultat. L'aimant est attiré à cette distance-ci. Voyons maintenant si je laisse l'aimant à cet endroit-là et j'ajoute une tige de bois. Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que l'aimant est encore attiré? On voit que l'aimant est encore attiré et qu'il n'y a pas de différence en la distance. On va essayer de le reculer un petit peu, voir s'il y a une petite différence. Là, il n'est plus attiré. Si je le rapproche à la position qu'il était, il est attiré. Donc, on voit que la tige de bois nous donne le même résultat que si je n'avais pas de noyau. Donc, je vais maintenant placer la tige de bois à l'endroit où le crayon était pour représenter l'endroit où sera l'aimant lorsque mon noyau est une tige de bois. Si maintenant, je prends
une tige de fer. Donc, je vais placer la tige de fer au centre du solénoïde et on voit qu'immédiatement, l'aimant est attiré et l'aimant est attiré quand même beaucoup plus vite. Si on le regarde, l'aimant est attiré plus vite. Donc, essayons de reculer. Si je recule jusqu'ici, l'aimant est encore attiré. Donc, lorsque je recule jusqu'à cet endroit-ci, l'aimant est encore attiré. Voyons si je peux reculer encore un petit peu plus. Ici. Ici, l'aimant n'est plus attiré. Donc, un petit peu plus proche. À ce moment-là, on voit que l'aimant est juste sur le bras, donc juste ici. Donc, on voit que lorsque j'ai un noyau de fer, mon aimant est attiré à partir de cette distance-ci. Sauf que lorsque j'ai un noyau de bois, mon aimant est seulement attiré à partir de cette distance-là. Voyons maintenant une tige de verre. Est-ce que ça a un effet? Ici, aucune attraction de la part de mon aimant. Approchons-nous doucement. On commence à avoir une attraction. Réessayons-nous en avançant tout doucement. L'attraction se fait juste ici. Donc, dans l'expérience, on voit que l'attraction se fait un petit peu avant le bois. Mais presque un par-dessus l'autre. Parce que si on le refait avec le bois, on va voir qu'il est encore attiré. Donc, on peut conclure qu'il y a une certaine incertitude qui est relativement grande parce que je n'arrête pas de les bouger en bougeant ma plaque. Donc, les deux sont attirés à la même distance. Donc, à la même distance du solénoïde, ils sont attirés. Donc, la force de mon champ magnétique est la même. Tandis que dans le cas de mon fer, là, mon champ magnétique est beaucoup plus fort qu'avec le reste. Terminons avec le plastique pour bonne mesure. Le plastique, lorsque je viens le déposer, l'aimant est attiré. Lorsqu'elle est dans la même position du verre, il est attiré. Sauf que si je viens le reculer à la position qui était le fer, aucune attraction. Donc, on vient ici de confirmer que l'ajout d'un noyau ferromagnétique à un solénoïde augmente la force du champ magnétique. Donc, il faut se rappeler que le bois, la vitre et le fer ne sont pas des matériaux ferromagnétiques. C'est seulement un matériau ferromagnétique comme le fer qui nous permet d'augmenter l'attraction de l'aimant. Donc là, on le voit quand même très bien ici. Là. En ce moment, l'aimant n'est pas attiré. Je prends ma tige de fer, je l'insère et c'est attiré. Donc, juste ici, on est capable de voir que ça a un effet immédiat sur la force d'attraction. Si je fais de même, maintenant avec ma tige de verre, aucun effet. Je fais de même avec ma tige de plastique, aucun effet. Et maintenant, avec ma tige de bois, aucun effet. Et pour être sûr, recommençons avec la tige de fer, il y a un effet. On vient d'augmenter la force du champ magnétique à l'aide de ma barre de fer qui est ferromagnétique. Maintenant, je veux vous rappeler rapidement les autres facteurs. On ne va pas faire une démonstration pour les autres facteurs, mais les autres facteurs qui vont affecter le nombre, la force du champ magnétique dans un solénoïde. Il faut se rappeler que, vraiment, j'avais l'ajout d'un noyau ferromagnétique qui vient modifier la force de mon champ magnétique. J'avais aussi le nombre de sbires. Donc, ici, dans ce solénoïde-là, on voit qu'il y a beaucoup de sbires. Donc, ça fait encore une fois un effet. Il y a aussi l'intensité du courant qui va faire un effet. Donc, si j'augmente l'intensité du courant, j'augmente le nombre d'ampères qui passe, donc le nombre d'électrons qui passent par unité de temps dans mon solénoïde, on va voir une augmentation de la force du champ magnétique. Donc, question que je serais prêt à vous poser, et j'aimerais ça que vous posiez votre hypothèse, ce serait l'espacement entre les sbires. Si ici, mon solénoïde, il est très compact, si j'augmente l'espace entre mes sbires, tout comme dans mon solénoïde ici, est-ce que celui-ci a une plus grande force? Est-ce que celui-ci, la force du champ magnétique est plus grande que dans celui-ci, dû à l'espacement? Donc, un résumé de la question. Est-ce que l'espacement entre les sbires est un facteur qui va affecter la force de mon champ magnétique? Je vous le demande. Sur tout cela, on vient de conclure les démonstrations sur le magnétisme. Je sais que c'est une longue vidéo, cependant,
je crois que c'est tout de même pertinent et plaisant à voir comment tout cela fonctionne. Vous pouvez maintenant terminer de remplir votre document et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, juste prenez le temps de venir me les poser.